nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Pourquoi la République démocratique du Congo, depuis des décennies, et malgré son sol très riche et son sous-sol justement, n'arrive pas à se développer ou carrément à atteindre au moins 50 milliards de dollars américains de budget national par exemple? Pourquoi également trois quarts pratiquement de la population congolaise vit encore sous le seuil de pauvreté avec au moins justement $1 américain par jour. Nous en parlons dans cette émission et nous saurons le pourquoi avec Maître Nathan Mukendi Audience. Il est justement consultant en droit des affaires, doctorant à l'université de Lubumbashi, mais il est surtout président de l'Union congolaise contre la fraude minière, UCCFM en sigle, et au-delà de ça, il est avocat près la cour d'appel exerçant ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Maître Nathan, bienvenue. Merci, monsieur Patrick Lumbala. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai donc dit dans l'introduction, vous êtes président de l'Union congolaise contre la fraude minière en République démocratique du Congo, UCCFM en sigle. On estime que vous avez justement fait les tours du Congo, du moins des principales provinces minières que compte la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place? Bon, merci d'abord, monsieur Patrick Lumbala, pour cette invitation. Exactement, nous avons eu la chance de parcourir à travers le territoire national dans certaines provinces phares de la RDC qui regorgent les ressources naturelles, notamment à Bunia, en Ituri, au Lualaba, ou dans le Haut-Katanga. À Kolwezi principalement. Exactement, Tanganyika, un peu partout. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est que il y a beaucoup de milliards qui échappent notre pays, tout simplement à cause de la fraude minière qui est perpétrée ou organisée par certains acteurs politiques ou civils ou simples, de personnes qui sont en exercice ou qui sont impliqués dans les secteurs miniers. Nous avons constaté la fraude minière. C'est ce qui est donc à la base, qui fait de sorte que notre pays ne puisse pas atteindre son plein potentiel malgré toute cette diversité des richesses minières. Exactement, donc c'est le principal mal qui empêche au secteur minier de jouer son véritable rôle de levier de l'économie du pays. Développement socio-économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Donc c'est un peu ça, ces constats amers que nous avons fait tout au long de notre déplacement à l'intérieur de provinces. À l'intérieur des provinces, je rappelle à Bunia notamment en Ituri, à Kolwezi dans le Lualaba ou encore dans les deux provinces du Kivu. Alors, la toute première question, parce qu'on parle ici du principal mal qui ronge l'économie de la République démocratique du Congo, c'est la fraude minière. Alors, j'ai évoqué la diversité des richesses minières que regorge la RDC. Est-ce que notre sol, le sol de la République démocratique du Congo, est-il riche finalement? Parce que ça fait quand même des décennies, nous répétons cela chaque jour et on se rend compte que voilà, nous disons chaque jour que le sol est riche, mais le pays n'évolue pas. Est-ce que notre sol est vraiment riche? Notre sous-sol, pour être précis. Merci, monsieur Patrick Lumbala. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à être taraudé par cette question. Beaucoup de Congolais se posent cette question de savoir, est-ce que nous sommes vraiment un pays riche? Autrement dit, est-ce que notre sous-sol est vraiment riche? Parce qu'au vu de ce que nous constatons, nous sommes un pays riche, comme on l'a dit, mais une population très pauvre. Trois quarts de la population, comme vous l'avez dit, vivent avec moins $1. Moins $1 par jour. Tout ça, c'est comme nous l'avons dit, c'est à cause de la fraude minière. Ben, oui, je confirme, notre sous-sol est riche. Notre sous-sol est extrêmement riche. Nous regorgeons dans nos sous-sols
des ressources minières qui jouent un rôle important, surtout avec la transition énergétique, Tout à fait. avec aujourd'hui les développements de la technologie. Et la technologie qui a besoin des minerais stratégiques tels que le lithium, le cobalt que nous avons en abondance ici dans notre pays. Exactement. Donc vous allez comprendre que dans notre pays, nous avons extrêmement ces richesses que nous regorgeons dans le sous-sol. Donc, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Et pour votre information, vous savez, selon une statistique qui a été faite, nous avons au total 50 gisements de minerais. 50 gisements de minerais. Mais vous allez vous rendre compte que c'est seulement 12 gisements de minerais qui sont exploités. Et ces minéraux, parmi ces gisements, il y a des minéraux stratégiques, il y a aussi des métaux, qui sont d'une importance capitale, donc avec aujourd'hui le développement économique. Et donc, parmi ces gisements, nous pouvons citer du cobalt, il y a les cuivres, le lithium, exactement, comme vous l'avez dit. Et comme vous pouvez sans oublier les coltans et tout ce qui va avec. Exactement, comme vous pouvez le constater, il y a dans notre pays, il y a les cuivres, il y a les cobaltes. Les cobaltes principalement, la RDC exporte chaque année plus de 100 000 tonnes de cobalt. Alors c'est ce qui place notre pays comme étant premier producteur mondial du cobalt. Et par rapport aux autres États qui sont aux autres États africains qui sont dans le top 5 de pays producteurs du cobalt, il y a le Madagascar, il y a la Zambie, il y a le Maroc, il y a l'Afrique du Sud. Alors toutes ces nations ou tous ces pays, leur exportation est entre 3 000 à 8 000 tonnes l'année. Mais vous allez vous rendre compte. L'écart est assez considérable. Exactement. Et nous avons plus de 100 000 tonnes exportées chaque année. C'est ce qui rend notre pays premier producteur du cobalt dans le monde. Alors, à part ça, il y a aussi les cuivres. Nous sommes premiers producteurs africains du cuivre. Alors, après les cuivres, il y a les lithium. Et donc, comme je vous ai dit, ces minéraux aident aujourd'hui avec les développements de la technologie à fabriquer de téléphones et ordinateurs portables. Par exemple, vous allez vous rendre compte que dans votre smartphone, que vous avez payé sûrement très cher, il y a du cobalt, il y a de minéraux congolais là-bas, il y a du lithium, sûrement. Donc il y a du cobalt. Et donc, notre pays a une richesse extrêmement élargie dont on ne peut pas essayer de comparer avec certains États africains, soit de tiers-monde. Donc, c'est un peu ça sur le constat que nous avons fait durant notre déplacement à l'intérieur de notre pays. Et justement, beaucoup de richesses, beaucoup de gisements miniers, 50 pratiquement, nous en exploitons d'autres, c'est quand même assez suffisant pour pouvoir se constituer une manne financière importante. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, la RDC n'arrive pas à accroître, ne fût-ce que son budget, à un certain niveau raisonnable au vu justement de toutes ces richesses minières? Alors, si nous ne parvenons pas, c'est à cause de la fraude minière. C'est vrai, à un certain moment, comme je vous l'ai dit, à un certain moment, on se pose parfois la question de savoir la fraude minière est perpétrée par certaines puissances étrangères et perpétrée par certaines sociétés étrangères. Mais est-ce que ces sociétés ont-ils le droit de faire ce qu'ils ont? Parfois, on a tendance à remarquer qu'ils sont laissés librement de faire cela et que certaines personnes pourront se demander peut-être est-ce que le sous-sol les appartient? Pas du tout. Le sous-sol appartient à l'État congolais. Et que ces gens, s'ils les font comme ça, s'ils le contribuent ou ils facilitent donc la fraude minière, c'est tout simplement en violation du principe posé par la loi Bakajika de 1966. Qui dit tout simplement que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et donc le sous-sol congolais qui est aujourd'hui riche en minerais stratégiques appartient donc à la République démocratique du Congo. Cela veut dire quoi? Cela a pour conséquence que la RDC peut décider à qui il peut donner cette possibilité d'exploiter le minerai, comme la RDC peut interdire à qui que ce soit
une société étrangère ou nationale d'exploiter le minerai, nos minéraux. Alors l'autre constat amer est que ce qui se passe particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo est que il y a certaines puissances étrangères qui se cachent derrière certains pays limitrophes de notre pays, tel que le Rwanda par exemple. Exactement, pour faire la guerre à notre pays, exploiter, détenir, transporter, commercialiser ou exporter nos minéraux. Alors, particulièrement, c'est un acte à condamner et je leur dis personnellement, j'interdis donc à ces puissances qui se cachent donc ces pays limitrophes qui détruisent donc notre pays d'arrêter ces comportements malfrats. Et donc, c'est trop amer. Ces constats. Et donc, la RDC, notre pays, a ses sous-sols riches et ça l'appartient. Nous sommes seuls propriétaires. Nous sommes le propriétaire, mais la réalité aujourd'hui, c'est que nous n'en profitons pas. Exactement, c'est ça le problème. C'est ça le mal, monsieur Patrick Lumbala, qui taraude beaucoup de Congolais aujourd'hui, particulièrement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui depuis plusieurs années s'est donc donné le point fort de pouvoir lutter contre la fraude minière, lutter également donc contre toutes ces causes qui sont à la base de la fraude minière. Et donc, c'est un combat que tous les Congolais sont censés s'en approprier pour pouvoir sauver notre pays. Parce que si nous laissons donc comme ça, je vous dis, nous allons continuer de crier, de pleurer et dire que mais voilà, aujourd'hui, nous sommes riches en minerais, mais pourquoi notre population continue à être très pauvre comme ça? Et donc, la fraude minière doit être une question qui doit concerner tout le monde. Ça doit concerner non seulement pas les acteurs qui sont dans les secteurs miniers, ça doit aussi concerner les acteurs politiques et donc même tout le monde, le civil, les militaires, ils doivent contribuer donc à la lutte contre la fraude minière en dénonçant, donc en accusant et donc les acteurs principaux qui sont dans cette fraude. Ça veut dire également qu'aujourd'hui, l'activité minière en République démocratique du Congo se fait en totale violation de la loi Bakajika qui consacre en fait que toute cette manne minière appartient tout d'abord à l'État congolais. Aujourd'hui, l'État congolais est réduit. La principale manière pour l'État congolais de capter la manne, tout ce qui provient de l'industrie minière, c'est notamment à travers la fiscalité et à travers les redevances minières et tout ce qui va avec. Donc il y a nécessité aujourd'hui de revoir les choses. Exactement, il y a nécessité. Il viole la loi. Il viole la loi Bakajika posée par le principe posé par la loi Bakajika. Ces sous-sols appartiennent à notre pays. Et vous savez comment ils font parfois pour pouvoir perpétrer la fraude? Ils transportent nos minéraux parfois dans des cercueils, ils transportent des minéraux parfois dans des camions citernes, parfois dans des pneus et des camions citernes comme nous l'avons dit. Et vous serez sûrement étonné d'apprendre que certains camions qui prennent nos minéraux illicitement, soit illégalement, ont souvent même le logo de certains organismes internationaux. Ça, c'est le mal, c'est ce qui nous blesse de voir que c'est certaines puissances internationales qui sont censées nous protéger, soit appuyer les développements économiques de notre pays, sont donc par ricochet. Et ça donne aussi à toutes ces antivaleurs donc de la fraude minière notamment. Parce que nous parlons de la fraude minière, c'est quoi justement la fraude minière? Est-ce qu'on peut l'assimiler à du vol des minerais, par exemple? Monsieur Patrick Lumbala, le vol n'est pas à confondre avec la fraude minière. Les vols, c'est autre chose, prévu par la législation pénale du droit commun. Tout à fait. Si vous lisez le droit pénal, le code pénal, tel que révisé, le code pénal de 1940, ils ont défini donc le vol comme
toute soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Mais ce n'est pas ça la fraude minière. La fraude minière, c'est autre chose. La fraude minière, elle est prévue par la législation spéciale, Tout à fait. le code minier. Tout à fait. Et donc, la fraude minière, elle est considérée comme, elle entre dans le cadre des actes qui sont punis par les droits pénals miniers. Tout à fait. Et donc, elle est prévue par les dispositions de l'article 305 du Code minier de 2002, tel que modifié par la loi du 9 avril 2018. Et elle est aussi prévue par donc le règlement minier de notre pays de 2003, tel que modifié aussi en 2018. Donc, mais la définition donnée par les codes miniers, c'est une définition parfois ambiguë, difficile à être... Pourquoi parfois ambiguë? Difficile à être comprise parce que si vous prenez les codes miniers et que vous lisez la définition donnée par le législateur minier, vous allez vous perdre. Mais la seule loi, qui est d'ailleurs un règlement, que moi personnellement je convierai, soit je vous convierai personnellement à lire pour comprendre la fraude minière, c'est l'arrêté interministériel interministériel créant la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Depuis 2010, ça a été créé par un arrêté interministériel. Comment cet arrêté définit la fraude minière? Pour cet arrêté, la fraude minière, c'est l'exploitation. La fraude minière, c'est la détention. La fraude minière, c'est les transports. La fraude minière, c'est la commercialisation. La fraude minière, c'est aussi l'exportation de nos produits miniers. Mais cela, bien sûr, en violation du code minier. Tout à fait. En violation du droit douanier, en violation également du code des impôts. Et en violation également de certaines dispositions en rapport avec la réglementation de change. Ça, c'est la meilleure définition. La meilleure définition, ça veut dire que lorsqu'on exerce son activité minière, tout en ne respectant pas la législation, on tombe directement dans un cas de fraude minière. Exactement, comme l'a dit la définition. Ce n'est pas n'importe quelle législation. Soit ce n'est pas seulement la législation qui est en rapport avec le code minier. Ce qui veut dire que si vous violez également le code douanier, vous risquerez de tomber dans la fraude minière. Parce que la définition donnée par cet arrêté dont je vous ai parlé, il est un tout petit peu élargi. Ça veut dire que la fraude minière peut également être constatée en violation de certaines dispositions du code des impôts. Du code des impôts. Voilà, exactement. Donc tout ça, c'est la fraude minière. Il ne suffit pas seulement de violer le code minier. Lorsque vous allez violer le code douanier, par exemple, et des impôts et tout ça, dans justement l'exploitation ou l'exportation des minerais, vous êtes dans ces cas-là. Exactement. Donc, ce n'est pas seulement le code minier, c'est aussi le code douanier. Par rapport à son aspect avec le code douanier et assisien, à cet aspect-là, la fraude minière se ressemble avec la contrebande. Vous savez, la contrebande, c'est aussi un autre comportement qui est aussi considéré comme la fraude minière, un mal qui n'amène pas, soit qui ne permet pas le développement socio-économique de notre pays. Ce sont les oiseaux de même plumage, si je peux appeler ainsi. Donc, la contrebande, alors, à la différence de la fraude minière, la contrebande, elle est constatée beaucoup plus dans son aspect douanier et assisien. Ça veut dire quoi? La contrebande, c'est l'exportation. C'est aussi l'importation des produits miniers en dehors des points officiels de sortie. En dehors du cadre légal, carrément. Exactement. Ça veut dire quoi? Je peux donner un exemple avec la contrebande. Si vous vous permettez aujourd'hui, parce que vous êtes permis, par exemple, d'exploiter nos minéraux. Vous avez nos minéraux, vous détenez nos minéraux, mais au moment de le faire sortir, vous les faites sortir, par exemple, en dehors de certains points officiels de sortie. Et surtout, qu'on sait que nos frontières sont passoires et par moment, exactement. On peut emprunter un chemin dans la brousse. Alors, si vous faites ça, vous allez tomber dans ce que nous avons appelé, soit ce qu'on appelle en droit la
contrebande. La contrebande, c'est aussi une infraction prévue donc et punie par la législation minière. Alors, le problème avec la fraude minière, c'est qu'il faut aussi retenir, c'est très important, c'est que c'est une infraction. Elle est prévue par certaines législations. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de législations, beaucoup de lois et règlements pris dans le cadre ou dans les secteurs miniers par le gouvernement congolais pour pouvoir lutter contre la fraude minière. La première disposition, la première loi, c'est le code minier de 2002, tel que modifié en 2018. Tout à fait. Ça punit quoi? La fraude minière. Il y a l'arrêté interministériel, l'arrêté interministériel de 2010 exactement, qui prévoit et qui punit aussi la fraude minière. Il y a le règlement minier. Il y a aussi la loi qui crée le centre d'évaluation et d'expertise et d'évaluation des certifications. Ça veut dire certains services publics qui s'occupent principalement de produits miniers à la sortie du territoire national. C'est cette loi qui crée aussi ces services publics, punit aussi la fraude minière. Donc la fraude minière, c'est un sujet qui a été abordé d'ailleurs avec certains confrères avocats bien avant moi, et qui continue toujours être un sujet d'actualité parce que la fraude ne cesse pas, il y en a toujours. Que faut-il faire pour pouvoir lutter contre la fraude minière? Bon, en fait, c'est une grande problématique. C'est une grande problématique, d'où justement la création de votre structure, l'Union congolaise contre la fraude minière notamment, c'est l'une des solutions. Et exactement. Personnellement, je me dis, l'État congolais a un problème. Il crée bien sûr tous ses services publics et établissements publics et il impose la collaboration contre ces services. Ça ne suffit pas pour pouvoir lutter contre la fraude minière. Il faut aussi associer aussi les structures privées. Tout à fait. Il faut aussi comme la vôtre. Exactement. Comme la nôtre, dont je suis président. En fait, nous sommes là pour pouvoir appuyer le gouvernement congolais dans la lutte contre la fraude minière. Donc, moi, je ne vois pas l'État congolais finir avec la fraude minière en étant seul, sans l'appui ou la collaboration des privés. C'est impossible. Tout à fait. Alors, on doit voir ensemble avec l'État congolais, nous les privés, comment nous pouvons appuyer l'État congolais à lutter contre la fraude minière, qui est aujourd'hui le mal principal de notre économie nationale. Aujourd'hui, nous manquons à atteindre même 50 milliards du budget national. Monsieur Patrick. Alors que c'est largement à notre portée, au vu de tout ce que nous avons comme richesse. Donc moi je me dis, si on arrive à lutter contre la fraude minière, vous allez voir, même quelques années après, nous allons atteindre 100 milliards de dollars du budget national sans problème. Sans problème. Alors, on a justement évoqué notamment la législation, les différentes législations du pays qui punissent sévèrement les cas des fraudes minières, mais aussi des contrebandes. Alors, qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui? Quels sont les facteurs qui favorisent aujourd'hui la fraude minière en République démocratique du Congo? Vous savez, à ces sujets, les causes sont diverses. Il y a beaucoup de causes, mais vous allez permettre que, vu le temps qui nous reste, nous allons devoir énumérer quelques cas. C'est par exemple, moi, la première cause qui favorise la fraude, c'est le non-respect de la réglementation minière. Le non-respect dû à l'ignorance de la loi. Vous savez, dans nos villages, là où on exploite, là où on extrait de minerais, ces villageois qui extraient, soit qui exploitent le minerai, n'ont pas la connaissance de la législation minière. Tout à fait. Parfois, ils peuvent se voir être permis d'exploiter, soit de tout faire, tout simplement parce que ça se trouve dans leur zone, et ils exploitent, ils vendent, et ils commercialisent là. Mais tout en oubliant, tout en sachant que c'est un acte. C'est là qu'on appelle artisanaux, généralement. Oui, non, ça, ce ne sont pas les artisanaux. Ça, ce sont d'abord oui, exact. Ce sont les artisanaux, soit les créateurs. Mais quand je parle d'abord de ces gens qui soient des villageois qui ne sont pas, qui ne savent pas qui n'ont aucune connaissance de la législation voilà. minière. Ça, je généralise le cas. Je vois tout le monde. Ce qui veut dire tout le monde
peut se voir être permis de récupérer le minerai qui se trouve par exemple dans sa parcelle et commercialiser ça. Parce que c'est vrai, nous allons voir que l'une de causes est également prévue, soit est facilitée par les créateurs qu'on appelle les exploitants artisanaux. Mais bon, selon la législation minière, ce n'est pas tout le monde qu'on peut appeler créateur. Il faut respecter la loi. Il faut donc maîtriser la législation minière pour se voir être permis d'avoir la qualité de créateur ou exploitant artisanal. Donc, une autre cause, c'est la corruption. La corruption de nos agents de sécurité et certains agents qui sont commis dans certains services publics et établissements publics pour pouvoir lutter contre la fraude minière. Ces gens, ils sont corrompus parfois. Et donc, quand ils se laissent être corrompus, ils laissent passer la fraude minière facilement. Et c'est un manque à gagner pour l'État congolais. Et donc, c'est aussi une autre cause principale. Alors, à part ça, la fraude minière est aussi facilitée par l'insécurité. L'insécurité dans les zones minières. Ça veut dire quoi? Parce qu'on prend le bloc Est, par exemple. Voilà. Là, c'est le bastion. Voilà. Vous allez voir que tous ces gens qui aujourd'hui sont en pleine guerre à l'est de notre pays, ils ont comme objectif, c'est avoir nos minéraux. Et conséquence, ils cherchent par tous les moyens possibles pour pouvoir chasser, pour pouvoir violer, tuer, massacrer et exploiter nos minéraux illégalement. Donc, à cause de l'insécurité, nous arrivons à perdre nos ressources naturelles et c'est un manque à gagner pour l'État congolais. Donc l'insécurité est également une cause principale de la fraude minière. Une autre cause, monsieur Patrick Lumbala, c'est la taxe élevée lors de l'exportation. Ça veut dire que les gens qui aujourd'hui exploitent les minéraux ont tendance à pouvoir les commercialiser à l'extérieur du pays pour avoir un peu d'argent. Ce qui est tout à fait logique. Alors, au moment de l'exportation, l'État congolais les impose des taxes un peu beaucoup plus élevées, ce qui fait de sorte qu'ils cherchent par tout le moyen possible pour pouvoir échapper cela en commettant bien sûr l'infraction de la contrebande et tomber aussi donc dans la fraude minière. Donc, une fiscalité toxique. L'État congolais doit aussi revoir ça. C'est pas aussi facile, vous savez, parce que l'État congolais a comme ressource principale financière, ce sont les taxes et les impôts. La fiscalité. Exactement. Donc les finances publiques, il y a l'État congolais qui doit prendre aussi toutes ces mesures, prévoir toutes ces applications et pour mettre cela en place et avoir un peu de sous, un peu d'argent. Donc l'État congolais ne peut que imposer des taxes un peu plus élevées. Mais il est question de voir un peu avec la politique en place par rapport avec le secteur minier, pour voir comment, dans quel sens on peut permettre à ce que ceux qui vendent aussi nos minéraux à l'extérieur du pays se retrouvent, et aussi voir dans quelle mesure aussi l'État congolais peut se retrouver aussi en admettant à ce que ces gens puissent payer des taxes à un prix un peu moindre. L'autre et dernière cause d'ailleurs qui est aussi importante, permettez que je vous en parle, c'est dû aussi à l'exportation de nos minéraux à l'état brut. Tout à fait. Là, c'est principalement les sociétés minières qui sont les sociétés minières qui sont impliquées dans ces comportements-là. Alors, comment ils les font? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le minerai à l'état brut? Est appelé minerai à l'état brut tout minerai, soit toute ressource naturelle extraite du sol qui n'a pas subi ni transformation ni traitement. Alors, la RDC depuis plusieurs décennies a toujours lutté contre l'exportation de minerai à l'état brut. On va lutter contre l'exploitation des minerais à l'état brut, mais en même temps, on n'a pas des industries assez équipées pour pouvoir passer par le traitement et la transformation même. C'est ça les problèmes, c'est ça les grands problèmes auxquels notre pays fait face. C'est qui est vrai, nous n'avons pas aussi des moyens pour pouvoir mettre ces usines en place. Et ça, c'est un grand problème. C'est pourquoi on ne peut que prendre des mesures. Et arriver au moment de la mise en évidence de ces mesures, ça pose problème. Et ces mesures, ces lois restent là impunies
un peu comme ça. C'est ça, donc, si je peux dire un peu, d'une manière ramassée, le cause principale qui facilite la fraude minière dans notre pays. Nous sommes en train d'acheminer vers la fin de l'émission. Nous avons consommé pratiquement presque la totalité de notre temps d'antenne. Alors, on va y aller un peu vite. Alors, on a évoqué les facteurs. Et aujourd'hui, si on doit nommer les acteurs de cette fraude minière en République démocratique du Congo, ce serait qui? Alors, ce qui est vrai, la responsabilité par rapport à ces sujets, elle est diverse. Et permettez, je ne peux pas me permettre aussi ici présent de pointer les acteurs du bout du doigt que voilà, c'est telle personne ou c'est tel service public. Loin de moi cette idée, mais néanmoins, cette fraude, elle est perpétrée par les creuseurs. Il y a des creuseurs qui exploitent illégalement le minerai. À part le creuseur, il y a le comptoir. Il y a aussi des sociétés minières, comme nous l'avons dit. Alors, par rapport à des exploitants, à des creuseurs ou exploitants artisanaux, la loi demande à ces gens qui exploitent les minéraux, et dit quand vous extrayez le minerai du sous-sol, allez-y vendre ces minéraux aux négociants. Ça veut dire, est appelé négociant toute personne qui achète les minéraux extraits du sol par les creuseurs. Les exploitants artisanaux. Oui, exactement. Le problème, c'est que la loi demande, c'est quoi? La loi demande à ce que quand vous commercialisez vos minéraux, il faut les déclarer. Donc, la loi demande à un creuseur, quand vous ramassez, soit quand vous exploitez le minerai, allez-y auprès d'un service public de l'État, appeler la commission, le service d'assistance et d'encadrement du small scale mining pour pouvoir déclarer que voilà, j'ai eu autant de minerais, j'ai vendu autant de minerais. Ce qui ne s'est fait généralement pas. Ça ne s'est fait généralement pas. Ça ne se fait pas. Et même si ça s'est fait, les sociétés minières n'arrivent jamais à déclarer les chiffres réels. On tripatouille les chiffres. Les chiffres réels. Selon les statistiques, 30% seulement du chiffre réel est déclaré. 70% de nos ressources minières passent dans le marché informel. Un grand problème, un grand manque à gagner pour notre pays. Donc, ce sont là les acteurs. Nous avons donc parlé des creuseurs, des négociants, des comptoirs aussi. Et des sociétés minières également. Des sociétés minières qui sont donc dans cette pratique aussi illicite. Et on va terminer par cette dernière préoccupation. Quels sont à ce jour les mécanismes juridiques? Parce que vous, dans le cadre de votre association, vous menez des enquêtes là-dessus. Quels sont aujourd'hui les mécanismes juridiques mis en place par l'État congolais pour pouvoir lutter contre cet état des faits, donc la fraude minière? Monsieur Patrick, la RDC, soit le gouvernement congolais, depuis des décennies, a toujours cherché par tout le moyen possible pour pouvoir lutter contre la fraude minière. Parmi les mécanismes mis en place, l'État congolais a créé certains services et établissements publics qui sont chargés de lutter, soit de veiller à la réglementation minière. Alors, parmi ces établissements publics, il y a l'OCC, il y a les CEC, il y a le service d'encadrement et d'assistance du small scale mining, et donc il y a la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Il y a d'ailleurs la dernière, le dernier service public que je salue ici présent. En tout cas, je dis merci, et pour moi, j'analyse ça. Cela semble être une solution idoine pour lutter contre la fraude minière. C'est la création récente par le gouvernement congolais de l'inspection générale des mines. L'inspection générale des mines, dont les animateurs ont été nommés tout récemment par le chef de l'État. Exactement. Donc, c'est ces services publics-là qui est créé dernièrement par le gouvernement congolais pour pouvoir lutter contre la fraude minière. On espère bien que la création va pouvoir lutter. Mais je ne crois pas si cette inspection générale de mines ne travaille pas en collaboration avec les structures privées. Tout à fait. Ça sera
une chance pour eux de maximiser et donc la potentialité de pouvoir lutter contre la fraude minière. En les faisant seuls avec les services publics de l'État, ils vont aller jusqu'à retomber dans le même aspect de la fraude minière qui est donc le mal principal de notre économie nationale. Et votre structure UCCFM compte également travailler avec l'inspection générale des mines? Exactement, notre structure compte travailler avec tous ces gens, avec tous ces services publics, notamment l'inspection générale des mines, dans le fait que nous allons devoir prévenir la fraude minière en travaillant avec certains particuliers pour pouvoir dénoncer donc la fraude minière qui est perpétrée dans les secteurs miniers. Et donc, pour moi, j'espère qu'avec cela, ça sera la solution idoine pour pouvoir lutter contre la fraude minière. Maître Nathan Mukendi Audience, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie, Monsieur Patrick Lumbala. Je rappelle que vous êtes président de l'Union congolaise contre la fraude minière, une structure qui lutte justement contre ce fléau qui gangrène le secteur minier de la République démocratique du Congo. Vous êtes également consultant en droit des affaires, doctorant à l'université de Lubumbashi et avocat près la cour d'appel, exerçant ici à Kinshasa. Merci une fois de plus. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Nous sommes arrivés complètement à la fin. Je vous retrouve très prochainement sur votre télévision, cette fois dans un nouveau numéro de votre magazine.